Je suis donc Romain Bally, le rédacteur en chef du journal du pneumatique. Et je suis très heureux de vous retrouver ici ce matin à Lyon pour Solutrans, pour ce salon toujours aussi dynamique d'édition en édition. Comme il est de coutume, en parallèle du très riche parterre d'exposants qui vous est proposé cette semaine, l'organisation vous a concocté un programme de conférences assez dense sur des sujets tous plus stratégiques les uns que les autres pour la filière du transport. Et si l'on se retrouve ce matin dans cet espace du Hall 3, c'est pour évoquer une problématique presque intemporelle, un sujet qui ne date pas d'hier, qui s'inscrit pleinement dans notre époque et qui demeure une problématique d'avenir. La question du rechappage est en effet très importante pour le monde du pneumatique. Avec elle, on parle d'un modèle vertueux, un modèle basé sur des produits premium permettant de réduire les dépenses sur le temps long et de limiter l'impact environnemental. Mais c'est aussi, et assez paradoxalement, un modèle extrêmement chahuté. Depuis une douzaine d'années, mise à mal par l'émergence des marques exotiques et d'un contexte économique souvent incertain, les pneus rechappés ont vu leur part de marché reculer. Quelques petits chiffres quand même, à fin septembre, en France, selon les données du syndicat du pneu et de GFK, sur un marché poids lourd en baisse de 11,9%, ce segment accusait une chute de 21%. Ceci étant, toutes les parties prenantes de la filière du pneumatique, manufacturiers, distributeurs, spécialistes en tout genre, continuent d'y croire, d'y investir de l'argent, d'y investir aussi du temps, des hommes, pour répondre à des clients eux aussi réceptifs aux atouts et aux vertus de ce modèle. Comprendre l'intérêt du rechappage, c'est tout l'objet de cette table ronde et c'est tout ce qu'on va évoquer dans l'heure qui vient. Pour m'accompagner sur scène ce matin, je vous présente nos 4 intervenants. De gauche à droite, de droite à gauche pour vous plutôt. J'ai le plaisir de vous présenter Antoine Bonave, directeur de la business unit industrielle de Bridgestone. À ses côtés, Franck Mathieu, directeur du réseau Rotailleur et de la franchise Best Drive. Déborah Binisti, ensuite responsable du développement réseau 2.S, et enfin Cyril Roger, directeur de la communication scientifique et innovation de Michelin. Merci à tous les 4 de vous joindre à nous ce matin. Franck, je vais vous donner la parole en premier, vous allez ouvrir un peu les débats. C'est vrai que si on s'en tient aux chiffres, depuis une dizaine d'années, les tendances ne sont pas très bonnes pour le marché du rechappage. Les chiffres ne disent pas tout, mais là, ils ne trompent pas quand même. Oui, alors, exactement. Enfin, je pense que vous avez entièrement raison. On s'aperçoit depuis les dernières années, on a une forte déflation des volumes de rechappés. Vous avez parlé de moins 21, qui est les chiffres GFK. Discuté avec mon collègue de gauche. Je pense qu'on est sans doute plus vrai entre moins 10 et moins 15, si on prend réellement le vrai scope. Pourquoi ? Il y a un vrai effet aussi lié à l'inflation de ces dernières années. Je pense l'augmentation des pneumatiques poids lourds neufs notamment, l'arrivée des produits exotiques. Ils étaient déjà sur le marché, mais ils continuent d'arriver. Je pense que les dernières années nous ont valu des volumes beaucoup plus importants. Et évidemment, quand on a une distribution qui s'occupe de vendre des pneumatiques neufs, on ne s'occupe pas vraiment des rechappés. Je pense qu'on perd un peu nos repères, on perd un peu ce qui faisait la qualité des négociants spécialistes il y a encore quelques années, de travailler le poids lourd neuf, de travailler le rechappé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de remettre au cœur de l'offre commerciale pour pouvoir assez rapidement réhabituer nos clients, non seulement avoir une offre sur du poids lourd neuf, mais également sur du poids lourd rechappé, puisque d'un point de vue écologique et économique, il y a un vrai intérêt pour eux. On va y revenir plus en détail. Déborah, chez Point S, vous êtes beaucoup même assimilé pneus et entretien VL. Pour autant, vous avez une grosse activité sur la partie industrielle. Vous avez plus de 220 centres en France. Est-ce que vous aussi, avant de rentrer dans les détails de votre stratégie, est-ce que vous aussi vous ressentez quand même la difficulté ou en tout cas la tension sur ce marché ? Alors effectivement, chez Point S, on a 660 centres tout concept confondu, plus de 220 centres industriels et on n'a pas à rougir parce qu'on est le 3e en volumétrie poids lourd au niveau national. Sur la tension, comme le disait Franck, on a eu toute cette partie inflationniste que l'on a eue. Je parlerai aussi des pneus exotiques, mais aussi ces pneus de seconde ligne et troisième ligne qui viennent chahuter le marché du rechappage. Nous, on a cette chance-là ou ce savoir-faire-là, c'est que chez Point S, on a un taux de rechappabilité qui est au-dessus du marché. Parce que nous sommes des vendeurs de pneumatiques premium. Et il est important pour nous que quand on vend un pneumatique premium, et ces messieurs vont le dire également, de travailler les cas de vie.
Alors ces messieurs justement représentent les manufacturiers. J'aimerais bien avoir le point de vue des manufacturiers. Antoine, c'est assez paradoxal, hein, je le disais en introduction, mais c'est aussi assez encourageant de voir que finalement les tendances, les chiffres ne sont pas forcément favorables. Mais vous, manufacturiers, continuez d'y investir et d'y croire, du coup. C'est ça la réalité, vous continuez de croire en ce marché. Oui, effectivement. Alors déjà, il faut savoir, c'est un marché qui représente environ 700 000 pneus par an. Donc même s'il a tendance à décroître, il reste quand même énorme. Donc il y a une belle part de gâteau encore à prendre. Et effectivement, nous, c'est clairement un marché qui est stratégique pour nous. On investit énormément encore dans le rechappage. Pour preuve, vous le verrez aussi sur notre stand, on a des extensions de gamme qui arrivent. Et on croit aussi vraiment au principe vertueux du rechappage. À ce titre, on est sollicité par nos clients eux-mêmes, hein, des grands transporteurs ou des grands groupes, des régies de transport qui aujourd'hui imposent du rechappé. Donc, aidé aussi par la législation, je pense que c'est clairement un accélérateur pour nous. C'est la raison pour laquelle on investit encore massivement. Antoine, miser sur cette technologie, c'est faire un effort, ou en tout cas un travail sur le temps long, c'est accepter de payer plus à l'instant T pour payer moins plus tard. Est-ce que, encore une fois, dans le contexte global, parce on s'arrête un instant sur ce qui se passe actuellement, est-ce que dans le contexte global, c'est pas plus difficile de faire passer ce message auprès de vos interlocuteurs ? On a des transporteurs qui effectivement nous disent aujourd'hui j'ai 500 ou j'ai 300 ou je peux pas mettre plus. Ça c'est une réalité, on doit en tenir compte. Maintenant c'est aussi notre rôle de manufacturier premium d'expliquer le coût global de la propriété et de dire un pneu premium est certes plus cher au début, mais vous allez le recreuser, vous allez le travailler, vous allez le rechapper évidemment, et à la fin, une fois qu'on aura fait la vie complète du pneumatique, vous serez gagnant. Souvent, on a tendance à dire que s'équiper de pneus pas chers, c'est un problème de riche, parce que ça coûte effectivement beaucoup plus cher à la fin. Oui, vous avez une formule en préparant cette interview, je l'ai noté, vous m'avez expliqué, vendre pas cher, c'est vendre plus cher. Sous-entendu sur le cycle de vie entier d'un pneu, c'est ça ? C'est ça, exactement. Quand on prend le cycle complet, en tenant compte du faible kilométrage que pourrait faire un pneu exotique, et par rapport à nous, un pneu premium plus un rechappage qui, je le rappelle, un rechappé, en termes de durée de vie, de longévité, sera quasiment identique à un pneu neuf. Bien sûr. Cyril, on ne vous a pas encore entendu. Pourtant, alors le rechappage a près d'un siècle d'histoire. Michelin a industrialisé cette activité il y a 60 ans. Donc, bon, je ne fais pas le tableau est posé. Vous avez une vraie antériorité, une vraie expertise là-dessus. Et à l'image de votre confrère, vous continuez d'y croire fortement. Ah oui, ça fait vraiment partie du modèle stratégique de Michelin. On parle de carcasses qui sont capables de faire plusieurs vies sur le poids lourd, mais aussi dans d'autres types d'activités. Et on le sait très bien que quand on se focalise un petit peu sur l'impact environnemental des produits, on voit très bien que l'économie de matière qu'on est capable de faire en offrant du rechappage, du recreusage, elle est énorme en fait. Et la matière, ça représente à peu près 15 à 20% de l'impact environnemental d'un produit, quand on regarde. Donc être capable de faire aussi comprendre, c'est un peu notre rôle aussi, nous manufacturiers, de faire comprendre aux utilisateurs le rôle qu'ils peuvent avoir en termes d'impact environnemental quand ils prennent un pneu une vie, même pas cher. Alors en plus du problème du coût, bien sûr, à nous de le faire comprendre, mais en termes d'impact environnemental, le fait que de faire une seule vie avec une carcasse, c'est pas la bonne chose. Et nous, en plus, manufacturiers, on fait un effort de conception dès le départ pour intégrer le fait que la carcasse va être rechappable. Et donc, il faut tout faire au maximum avec l'aide de nos flottes, de nos distributeurs, pour qu'on rechappe le maximum de pneus sur le marché. Mais c'est vraiment un modèle stratégique auquel on croit. On y croit aussi pour le tourisme, même si on sait très bien que pour le tourisme, aujourd'hui, il y a des aspects qui rendent la chose très compliquée. Oui. Mais en tous les cas, c'est un modèle stratégique. Nous, on l'appelle plutôt la recharge pour le futur, mais un modèle stratégique qui fait partie vraiment du modèle Michelin. Et puis, Cyril, il y a quand même un argument qu'on ne met peut-être pas assez en avant, mais c'est quand même assez rare d'avoir un produit qui, dès sa première conception, nativement, a cette capacité à être régénéré dans le temps. C'est finalement un argument très, très, très fort en faveur de ce produit. Exactement, parce qu'en fait, concevoir une carcasse poids lourd rechappable, ça demande un effort, bien sûr, de conception. On ne conçoit pas la même chose pour faire 1 million de kilomètres ou pour faire 200 000 kilomètres. Donc il est évident qu'une carcasse qui est rechappable, elle va être conçue avec des matériaux, avec des découplages de gomme, des choses comme ça, qui font que le produit est rendu rechappable. Donc il y a un effort de conception. Nous, on a déployé ce qu'on appelle l'éco-conception dans toutes nos gammes aujourd'hui.
Et bien sûr, dans les produits qui sont rechapables, ça fait partie des critères de conception dès le départ. Et donc, il y a un effort qui est fait au niveau design pour que cette carcasse soit rechapable et puisse effectivement faire le million de kilomètres qu'on lui demande au départ. Déborah, deux petites questions par rapport au réseau, par rapport au terrain. La première, est-ce que dans cet effort de sensibilisation, de communication, les manufacturiers vous aident? Et d'autre part, vous, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire comprendre à vos clients tout l'intérêt de ce que viennent de dire Cyril et Antoine? Comme je disais, Romain, en préambule, on est des vendeurs de pneumatiques premium, donc forcément, on travaille sur tout ce qui est autour du service de ce pneumatique. Il n'y a aucune raison d'acheter un pneumatique premium et de ne pas le travailler. C'est absurde. Donc, c'est une vraie culture, effectivement, comme tu dis, chez Point S, pour travailler ce pneumatique sur tous les services qui sont associés. Parce que c'est un vrai métier, en fait, le pneumatique poids lourd. Et c'est un fer de lance chez Point S, et notamment sur tous nos nouveaux adhérents en tant que responsable du développement, on a des journées d'intégration spécifiques industrielles où on va parler du rechapage, du recreusage, la permutation, etc. etc. Bien sûr. Franck, on va parler de la stratégie du groupe Continental, maison mère de Best Drive et Eurotailleur. Vous avez une formalisée, enfin je ne sais pas comment vous allez nous le dire, mais il y a un programme, en tout cas une stratégie qui est dénommée LODC pour l'Overall Driving Cost, ça venait plus. Expliquez-nous de quoi il s'agit et quels sont un peu ses atouts. Alors pour nous, la stratégie LODC, donc c'est plutôt un retour aux basiques, c'est vraiment les fondamentaux du métier. On parlait des cas de vie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut exploiter le potentiel d'un pneumatique poids lourd neuf au maximum. On a la chance d'avoir des réseaux qui peuvent aussi s'appuyer sur l'expertise des manufacturiers ou en tout cas sur un vrai partenariat, en l'occurrence pour Best Drive et Eurotailleur, là on parle de Continental. Donc c'est quoi? C'est effectivement réussir à prouver aux clients transporteurs que grâce à l'achat d'un pneumatique poids lourd neuf premium et derrière toute une stratégie de travailler le pneu, faire du service, de la prestation de service qui est aussi pour nous un vrai besoin de rentabilité. C'est clair qu'aujourd'hui la distribution ne vivra plus qu'en vendant des pneus et en fortiori en vendant des pneus pas chers et des pneus exotiques. Donc c'est travailler le pneu au maximum, l'amener au maximum de son potentiel et derrière faire du rechapage. Donc on a développé en interne nous, des outils qui nous permettent de prouver aux transporteurs qu'on va, grâce à ça, grâce à cette démarche qui est une démarche quand même qui se fait sur du long terme, moyen-long terme, de lui prouver que son poste pneumatique va lui coûter moins cher que d'acheter uniquement des produits exotiques premier prix, c'est ce que disait Antoine. Et ça passe évidemment aussi pour nous par la formation des équipes, parce que mener une stratégie LODC, c'est pas juste on met 4 lettres sur une page et on dit on a réussi. C'est vraiment aussi d'apporter le discours commercial des équipes de vente, des agences, des techniciens aussi, qui doivent aussi être capables de retranscrire ça. Donc c'est un plan qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans chez Best Drive, également chez Continental. Et on pense que c'est la bonne façon d'appréhender justement le fait de remettre aussi le rechapage au centre de l'offre commerciale. Et Franck, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur votre stand, cette semaine, il y a un corner avec une petite tablette où il y a un outil, alors j'ai perdu le nom, Fleet quelque chose. Voilà, en fait, c'est assez simplement un outil de simulation. Comment s'appelle-t-il? Alors, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais... Ah oui, donc là on part sur la gestion de parc. Voilà. Donc, et pour le coup, j'ai eu la démonstration hier, même moi qui ne suis pas un spécialiste du genre, ça parle, il y a des chiffres, c'est factuel. Alors exactement, en fait, on a l'outil de gestion de parc qui s'appelle FleetFox, et derrière, on a une interface qui nous permet de dire au client, voilà, nous on a fait l'examen de votre parc, le point A, la situation actuelle, c'est celle-ci. Et si on s'engage, nous distributeurs professionnels du pneumatique, à mettre du rechapage à hauteur de 40%, ce qui est, nous, notre objectif. Aujourd'hui, on n'y est pas complètement, mais on n'est pas loin, et on pense que c'est sans doute le bon ratio. On va amener du rechapage, on va amener du recreusage, on va travailler le pneumatique, et au bout du bout, cet outil-là, et je vous invite à venir nous voir et on vous le présentera, vous permet de calculer les économies potentielles qu'on arrive à réaliser. Donc c'est vraiment là, on est sur une démarche où on dit aux clients, faites-nous confiance, on a le professionnalisme, on a le savoir-faire, on a les pneus, on a derrière tout ce qu'il faut,
et on va vous apporter de l'économie. Donc là, on ne parle pas de dépenses, on parle bien d'économie. Bien sûr. Déborah, ce que dit Franck, c'est en gros, ce qu'il énumère, c'est que la question du rechapage, elle dépasse le message commercial ou l'effort commercial, quoi. Est-ce que c'est un message qui vous porte aussi, que vous partagez? Oui, effectivement, je partage tout à fait la vision de mon confrère. On parlait de culture, on parlait de savoir-faire, mais de travailler un pneumatique premium, on va aussi parler d'environnement. On parle beaucoup de RSE. Dans les appels d'offres aujourd'hui, c'est quelque chose qui est récurrent et c'est très bien comme ça parce que le pneumatique, certes, est un outil qui nous permet de travailler sur le transport, mais on se doit d'y faire attention. Et on a cette ingéniosité de pneumatique, comme le disait si bien Cyril, qui nous permet de travailler déjà sur cet environnement et sur les déchets, mais également sur la réduction en termes de consommation de carburant depuis de nombreuses années. Donc il faut vraiment qu'on le mette en avant et qu'on continue à le mettre en avant. Cyril, Antoine, on va parler des stratégies de vos deux groupes sur le plan rechapage. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans la salle, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le gain, sur des gains avec un pneu rechapé sur le plan environnemental, économique, etc. Est-ce que vous avez quelques petits chiffres pour nous? Oui, des chiffres. Après, on a sûrement les mêmes, hein, j'imagine, mais chiffres très clairs. C'est un rechapé, c'est à peu près... positionnement à peu près 30% moins cher qu'un pneu neuf premium. C'est déjà un intérêt certain pour l'utilisateur. Mais surtout, un rechapé, ça permet de réutiliser, enfin en tout cas de sauver 70% de matière. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que tout ce qui va nécessiter beaucoup de matière, c'est vraiment pour la carcasse. L'acier, des polymères, des caoutchoucs vraiment spécifiques, caoutchouc naturel bien sûr. Et ça, en fait, on le gagne. On ne rajoute que de la gomme, que du caoutchouc sur le rechapé. C'est un réel gain, économique. Cyril, oui, c'est confirmé. Pardon, c'est là où c'est aussi très vertueux, c'est qu'on est dans nous, on rechappe en France. Donc en plus, nos carcasses, elles restent en France, elles sont travaillées dans des ateliers localement pour revenir chez nos utilisateurs. Donc c'est un gain, on fait travailler des gens en France. Et on évite en plus qu'elle circule, qu'elle fasse des milliers de kilomètres. Alors Cyril nous parlera de la stratégie Michelin, mais puisque vous en parlez, non mais Antoine, allons-y, j'avais promis que chacun pourrait parler un peu de sa stratégie. Parlez-nous de ce que fait Bridgestone sur ce plan-là. Vous avez toute une organisation en France, il y a les Bandag, mais il y a des rechappeurs indépendants qui travaillent avec vous. Enfin, c'est une vraie organisation structurée, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Bandag a été créé en 1956. Racheté en 2006 par Bridgestone pour $1 milliard à l'époque. Donc c'est le leader mondial du rechappage. Et nous, notre système fonctionne avec des ateliers franchisés. Alors, on a quand même 2 ateliers en propre qui sont à Lyon. Il y en a une ici à Lyon et une à Delme qui s'appelle SLBR. Et ensuite, on a des ateliers franchisés avec des partenaires. On a ABR notamment, on a RDC, Soreval. Et donc ces franchisés travaillent avec nos solutions Bandag. Donc on a vraiment, comme je l'évoquais juste avant, mais nous, notre principe, c'est plutôt que d'avoir des méga structures basées à l'étranger, on va plutôt travailler sur des sociétés, des plus petites structures, mais beaucoup plus locales. Et donc avec une réactivité plus forte. Parce que si on parle d'écologie, l'intérêt aussi, c'est de ne pas faire le tour de l'Europe pour ramener un pneu et le renvoyer au client. Exactement, ça a un impact énorme. Hein. Le transport aujourd'hui, on est dans le monde ici du transport, on le sait bien. Ça a un coût déjà. Ouais. Et puis, ce sont des rejets de CO2 à chaque kilomètre parcouru. Donc, si on peut faire travailler des gens en local avec des ateliers en local, on gagne en réactivité, c'est encore plus vertueux. Donc, pour nous, on estime que c'est vraiment une stratégie gagnante. Cyril, alors chez Michelin, vous avez une stratégie qui est assez vaste. Ce qui est connu, visible, c'est vos marques. Il y a le Remix, enfin la marque Remix, et puis les pneus Laurent. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ce que vous faites sur cette question-là? Oui, comme nos concurrents, on est très présents sur le marché français. On a effectivement 2 marques. Une marque Remix qui est là vraiment pour le rechappage des carcasses Michelin. Mais comme on a besoin effectivement d'accompagner nos clients avec des solutions qui leur permettent, dans certains cas, de vouloir rechapper aussi des carcasses qui ne sont pas des carcasses Michelin, on a cette offre Laurent qui est là justement pour permettre de rechapper des carcasses concurrents. Mais ça nous permet d'accompagner les flottes comme ça avec des solutions qui ne sont pas que des solutions
pour les carcasses Michelin. Voilà. On a cette forme de contrat aussi que nous on appelle la vente au kilomètre, qui nous permet d'accompagner les flottes avec les carcasses qui nous appartiennent. Donc finalement, on vend pas un pneu, on vend finalement un kilométrage. C'est ce qu'on appelle plutôt l'économie de fonctionnalité. Je pense que ça marche très bien. Et ça nous permet aussi d'accompagner nos clients avec un coût réduit, mais en plus qui pousse à l'innovation, puisque finalement, comme la carcasse appartient à Michelin, si la carcasse n'est pas bonne et qu'on n'en rechappe pas beaucoup, tous les coûts sont pour Michelin. Donc finalement, ça pousse nos concepteurs à faire des carcasses qui sont les plus performantes possibles dans l'objectif du rechappage. Et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on a les mêmes chiffres, c'est à peu près 70% de matière qui va être économisée quand on n'a pas à reconcevoir un pneu neuf. Donc c'est très important. On le sait qu'il faut qu'on continue à travailler parce que je pense que c'est un point auquel nos flottes sont sensibles, c'est l'économie de carburant. Et donc il faut qu'on continue à travailler sur le rechappage et la résistance au roulement des enveloppes rechappées. Donc ça, c'est un point sur lequel nos équipes continuent de travailler pour qu'on soit capable d'offrir des solutions qui sont les plus performantes possibles, qu'elles soient neuves ou rechappées. Très bien. Franck, vous, chez Bezrail, vous avez deux usines en France, à Bayeux et à Colmar. Et un peu comme vos confrères, c'est quoi? C'est l'assurance d'une réactivité pour vos clients assez forte? Alors, c'est exactement ça. Donc, nous, on a 2 usines de rechappage, donc Colmar-Bayeux, qui sont sur des process de rechappage avec bande prémoulée, donc un peu type bandag, on peut dire. Évidemment, pour nous, c'est l'assurance d'avoir un produit de proximité, comme disait Antoine, avec du circuit court. Donc ça peut paraître un peu artisanal, mais en fait, c'est quand même un peu ça l'histoire. Si on évite de faire circuler les carcasses au travers de l'Europe pour derrière faire du rechappage, si on veut de l'écologie, il faut que ce soit de la vraie écologie circulaire locale. Ça nous permet d'avoir une réponse rapide. On sait rechapper un pneu sous 8-10 jours, donc ce qui en termes aussi de réactivité pour nos clients est extrêmement important. On est capable de répondre à une demande très spécifique. Si on a un client qui nous dit voilà, moi pour dans 15 jours il me faudrait 12 enveloppes 13-22-5 en profil chantier, on a avec nos usines un stock carcasse qui nous appartient, on est capable de faire du rechappé complet extrêmement rapidement avec une bonne qualité de produit. Donc on pense que c'est une offre qui vient aussi en complément des offres manufacturiers. Je veux dire, aujourd'hui on vend évidemment des remix, on vend du Laurent, on vend des rechappés Contiré pour Continental rechappage à chaud. Mais c'est une offre complémentaire et pour nous, c'est une vraie flexibilité business pour les équipes, pour les commerciaux, de pouvoir dire, voilà, nous on a un produit qui est un produit, un peu une marque privée pour le réseau et on est là pour ça. Antoine, chez Bridge et Cyril, chez Michelin, les délais de retour moyens dans vos groupes, c'est quoi? On est sur ce qu'a dit Franck, 10-15 jours ou... Nous, on est à peu près sur une quinzaine de jours. Ok. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que ça doit être dans ce niveau-là aussi. Et au-delà des chiffres, c'est important parce que derrière, il y a quand même un enjeu. La productivité de nos clients, c'est un enjeu véritable. Enfin, c'est une source d'attention. Donc, finalement, être réactif, c'est aussi sauvegarder un peu ce que font vos clients, quoi. Oui, exactement. On a aussi l'intérêt. Nous, on fait les deux types de rechappage. On fait et du prémoulé et du moule. Et voilà, on a là vraiment la chance de pouvoir être très réactif et de répondre à la demande bien spécifique de chaque client avec un système relativement flexible. Ouais. Oui, c'est la même chose. Pardon. Le but, c'est quand même d'offrir à nos clients le maximum de réactivité en fonction de leurs besoins. Et c'est pour ça aussi que la proximité des centres de rechappage est très très importante pour ne pas, alors d'un point de vue économique, écologique et aussi d'un point de vue temps. Déborah, vous, chez Point, vous ne maîtrisez pas l'aspect purement industriel. Pour autant, j'imagine que vous attendez de vos partenaires cette même réactivité, pour reprendre le terme, parce que c'est ça, sur le terrain. Sinon, vos clients, c'est à vous qu'ils vont demander des comptes, quoi. Je dirais même que chez Point S, c'est une force d'être un pur indépendant, de ne pas être tenu par un manufacturier, parce que notre travail à nous, c'est le savoir-faire autour du pneu. C'est le conseil en fonction des différents types de pneumatiques. Donc, on challenge nos fournisseurs, qu'on n'appelle pas fournisseurs, mais partenaires, c'est important de le souligner, sur ce sujet. Et effectivement, on travaille avec eux et on est main dans la main pour travailler sur le pneumatique dans sa globalité. Alors, on va parler de la question de la distribution de ces pneumatiques et je vais vous donner la parole, Franck, puisqu'on en a déjà parlé très souvent tous les deux.
Vous faites partie de ceux dans la profession qui ont la conviction que si ce segment évolue un peu K1, KA, c'est aussi parce que sur le terrain, on s'est un peu éloigné des basiques de votre métier. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je pense que ça passe pour beaucoup par aussi une prise de conscience des équipes commerciales, la stratégie commerciale qu'on va mettre en place. On sait que vendre un poids lourd neuf, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup, on fait l'argumentaire sur le pneu et derrière, le client, on lui vend le pneu, on facture et globalement, la transaction est terminée. Avoir une démarche avec du rechappé derrière, ça aussi, ça nous incite à avoir vraiment une offre commerciale complète, à former les équipes, à savoir aussi expliquer aux clients transporteurs que oui, il y a une démarche autour de tout ça. Il y a aussi pour nous, au niveau des équipes, le besoin d'avoir une structure opérationnelle qui soit aussi en ligne avec ça, parce que travailler du rechappé, c'est quand même du boulot aussi pour les équipes. On parle de prêterie, on parle de stockage dans les agences, stockage à l'abri, faire les demandes d'enlèvement, le traiter informatiquement, traiter les matricules. Enfin, je veux dire, tout ça, il y a une grosse logistique derrière. Donc c'est vrai que c'est sans doute quelque chose qu'on avait un petit peu perdu de vue les dernières années. Je pense qu'il faut remettre un peu ça au centre de l'offre commerciale. Parce que indirectement, c'est ce qu'on doit aussi à notre client, c'est bien ça. C'est aussi exploiter 100% du potentiel des pneus. Et puis en termes de profitabilité, aujourd'hui avoir une offre comme celle-ci, c'est extrêmement profitable. Donc il faut reprendre ce qu'on savait faire il y a quelques années. Et je pense qu'on a un petit peu oublié ces dernières années-là. Vendre du rechappage, c'est vendre du service. Et vendre du service, ça prend plus de temps qu'un produit à l'unité. Oui, mais encore une fois, vendre du service, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de la pérennité au niveau de nos entreprises. Donc il faut garder ça en tête. Quand on regarde aujourd'hui les marges unitaires poids lourds, les prix qui sont bataillés sur le marché, quelles que soient les marques, si on se dit qu'on se contente de ne vivre qu'avec les marges du pneumatique, je pense que la distribution a beaucoup de soucis à se faire. Ouais. Donc vendre du service, pour moi, on vend du service et on vend des pneus. Ce n'est pas forcément l'inverse. On vend du service et on vend des pneus. Donc toute cette démarche-là doit être, je dirais maintenant, remise un peu au centre de la stratégie. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous chez Bezrive et chez Eurotire pour nos réseaux. Déborah, est-ce que vous partagez l'avis de votre confrère ? Est-ce qu'il y a une dégradation, pas forcément chez Point S, mais au global Jamais chez Point S. Non, votre réaction en tout cas sur ce que vient de dire votre confrère ? Je dirais qu'on a eu, sur l'année dernière, on a eu des problématiques de disponibilité auprès des manufacturiers. On a eu de l'inflation qui a joué, du fait aussi des chiffres que l'on a aujourd'hui. Sur les bases, chez Point S, on les a toujours eus et c'est notre fer de lance, c'est notre savoir-faire, c'est de travailler du service autour du pneumatique parce que, comme le dit Franck, on joue sur la profitabilité. Nous, on n'a pas de succursale, on est une coopérative, on est 100% d'indépendants. Si nos indépendants ne sont pas profitables, on ne va pas vivre longtemps. Donc, dès l'intégration, donc dès le développement, on met en place tout ce travail. Et comme le dit si bien Franck, c'est qu'il y a vraiment un gros travail qui est autour de ce service du rechappage. Donc, on l'intègre directement. Est-ce que tous vos adhérents industriels font du rechappage actuellement ? Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans votre réseau concrètement ? Donc dans l'intégration, forcément, comme on parle de politique commerciale chez Point S et de pneumatiques premium, donc oui, on va forcément parler rechappage et on va mettre en action, dès l'ouverture d'un centre, tout le travail qui est fait autour du rechappage. Donc oui, nos centres font tous du rechappage. Sur le plan industriel, vous faites un gros travail actuellement pour uniformiser ou harmoniser un peu les pratiques. Est-ce que cette question-là entre dans votre travail actuel ? Vous voulez parler de charte qualité ? Je ne savais pas si je pouvais donner être aussi clair sur la question. Donc, c'est quelque chose qui est fait, qui est travaillé chez Point S et qui n'était pas forcément mis en avant, alors que c'est fait. Donc, aujourd'hui, avec l'équipe de direction, effectivement, on travaille sur des chartes qualité. Et oui, la partie rechappage, mais pas que, tous les services, comme le disait Franck, tous les services qui sont associés autour du pneumatique. Faut être fier du savoir-faire que l'on fait dans le monde du poids lourd. C'est un véritable métier, il faut vraiment le mettre en avant et c'est ce que l'on fait autour de cette charte. Cyril, Antoine, j'aimerais bien voir l'avis des manufacturiers là-dessus. Cyril, quel est votre regard ? Est-ce que vous aussi, vous avez constaté que c'était peut-être un peu plus compliqué sur le terrain ou pas du tout ?
Alors oui, forcément, ça l'est toujours un peu plus, mais d'un point de vue effectivement service, c'est un petit peu ce qu'on discute toujours avec nos revendeurs, c'est qu'en fait le service c'est aussi de la fidélisation. Et je pense que c'est un point important à continuer à travailler. C'est qu'effectivement, d'abord, quand on fait du service, on ne démonte pas des pneus. Donc c'est une opération qui coûte moins cher. Donc finalement, c'est plus de marge pour les revendeurs, effectivement. Et puis, je pense que c'est un gros atout pour fidéliser les clients. Et un client qui est satisfait du service qu'on lui a rendu, il reviendra plus facilement. Donc pour nous, c'est important, effectivement, qu'on continue à travailler cet aspect-là avec nos partenaires revendeurs. Antoine, est-ce que le rechapage, eu égard à sa technicité et tout ce que ça implique à côté du produit, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour faire la différence entre finalement les bons négociants spécialistes et puis les moins bons? Je pense qu'aujourd'hui, un négociant, s'il veut survivre ou bien vivre, il n'a pas le choix, il est obligé aussi de faire du rechapé, de montrer la qualité du service qu'il peut proposer. Aujourd'hui, un pneu pas cher, il y en aura toujours un qui vendra moins cher que l'autre. Donc pour moi, c'est presque indispensable en fait. C'est à eux aussi de mettre en avant le service. Vous l'avez très bien tous évoqué. Le service, c'est à peu près 20% du poste pneumatique global. Donc une flotte a tout intérêt à pousser le service. Ça coûtera toujours moins cher que d'acheter des pneus lorsque c'est mal géré. Bien sûr. Mais c'est une explication que nous, manufacturiers et aussi vous, négociants, on doit tous expliquer ce discours parce que c'est indispensable. Les économies passent par le service. Cyril, c'est un petit détail, un petit exemple, mais je voulais qu'on en parle. Chez Euromaster, comme dans d'autres réseaux, par exemple, les équipes aident les clients à obtenir les C2E parce que voilà, c'est un plus qu'on offre, c'est un soutien en fait qu'on va apporter aux clients. Et alors là, on parle de C2E, mais il y a peut-être d'autres exemples. Mais en tout cas, le rôle d'un réseau, c'est aussi de soutenir ses clients sur des petits aspects comme ça. Dès qu'on peut apporter un service, c'est ça. En fait, de toute façon, là je pense que Euromaster le comprend, mais effectivement d'autres négociants aussi. Mais dès qu'on peut apporter un service qui va aider le client avec lequel on travaille à lui faciliter la vie, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on commence à avoir pas mal d'offres, nous Michelin, autour de tout ce qui est aide alors soit directement aux conducteurs, même de flotte de poids lourds, avec Truckfly, ou avec des Connected Mobility pour l'inspection des pneus, pour la mesure de la profondeur de sculpture restante. Donc dès qu'on va pouvoir apporter des petits éléments qui vont faciliter la vie, finalement nos clients sont preneurs. On va parler d'un sujet qui est très important sur la question du rechapage, c'est l'aspect ressources humaines. Parce que Antoine, on le dit peut-être pas assez souvent là encore, mais faire du rechapage, c'est quasiment de l'artisanat. Enfin, pour ceux qui ont déjà visité une usine qui en fait, c'est très manuel, très technique, et c'est pas un métier comme les autres, quoi. Oui, effectivement, c'est un métier qui demande beaucoup de formation, d'acquisition de compétences. Et qui en même temps est assez dur, puisqu'on travaille voilà, c'est pas un métier très, très simple aussi, il fait très chaud l'été. Donc oui, c'est pas forcément un métier évident. Nous, chez Bridgestone, Bandag, on essaye d'éviter toutes les tâches les plus difficiles, de robotiser, on va dire, les tâches les plus difficiles. On a notamment une innovation avec un autodébrideur, un robot Leonardo voilà, qui fonctionne... Voilà, qui est automatique. Ça évite une des tâches les plus compliquées du rechapage, de nettoyer la carcasse, la débrider. Mais néanmoins, ça nécessite quand même toujours un œil et un toucher d'expert. Alors, on va revenir sur la question des pistes pour simplifier le rechapage, mais juste sur l'aspect purement RH, est-ce que dans le contexte actuel, ça devient compliqué, là aussi, de recruter chez les rechapeurs ? Je pense que comme dans tous les domaines, de toute façon... Comme dans tous les domaines, mais celui-ci, il est quand même très il est pas plus simple, spécifique. En tout cas. Ouais, il est clairement pas plus simple. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. On s'attache, nous, surtout à garder les équipes, à les fidéliser. Et puis, voilà, prendre des personnes, parfois en début de cycle, les former, les faire évoluer pour pouvoir les garder. Chez Bandag ou chez vos partenaires, quels qu'ils soient, il y a des soucis... pour, dans les effectifs, c'est sous tension ou vous arrivez malgré tout à gérer ça ? Globalement, ça va, mais ça s'anticipe.
Voilà. On n'a pas d'ateliers qui sont à l'arrêt parce qu'il manque de main-d'œuvre, heureusement. Donc c'est aussi un travail de RH derrière pour capter, pour garder. Capter d'une part, mais aussi surtout garder les équipes actuelles. Cyril, même question. Est-ce que chez Michelin, il y a des soucis à ce niveau-là ou pas? On est face à la même problématique, c'est-à-dire qu'on est sur les métiers de l'industrie et qu'aujourd'hui, les métiers de l'industrie ne sont pas des métiers qui attirent énormément les jeunes. Donc, il est évident qu'on a des efforts à faire. Nous, on joue, on essaye de montrer aussi aux jeunes ce qu'on est capable de faire dans nos usines, en particulier avec la responsabilisation, l'autonomie des îlots. Mais effectivement, alors dans le domaine du rechappage, c'est encore un petit peu plus difficile parce que on manipule des objets qui sont quand même relativement lourds, qui ne sont pas forcément très propres non plus. Et donc, à tirer, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est justement avec plutôt des cobots, en fait. Ce n'est pas tellement de l'automatisation, mais c'est plutôt quelque chose qui va aider à manipuler des objets lourds et qui vont rendre les tâches plus simples. Mais voilà, et le principe qu'on essaie d'appliquer, c'est la responsabilisation des équipes de façon à apporter un peu plus d'engagement dans les équipes. Et on est très content de voir qu'aujourd'hui, on a un taux d'engagement au niveau de nos usines qui est très fort, même avec des métiers qui ne sont pas forcément des métiers qui attirent beaucoup les jeunes aujourd'hui. Mais bon, comme on dit, c'est le rôle, nous, de nos représentants qui vont faire les salons, des écoles, des choses comme ça, pour attirer les jeunes à comprendre que finalement, ce qu'on est capable de faire dans une usine aujourd'hui, il y a des choses extrêmement intéressantes. Il y a de la cobotique, il y a de la robotique, il y a de la digitalisation. On est capable de faire des machines aujourd'hui qui font de l'inspection automatique. On sait qu'un des problèmes qu'on a avec les pneus, c'est du noir sur noir. Et donc avoir des machines qui font de l'inspection, c'est très compliqué. Ouais. Et on a été capable de mettre au point des machines qui font de la détection de défauts sur du pneu. Et ça rend les tâches finalement plus simples parce que l'inspection visuelle, c'est une tâche extrêmement compliquée. Cyril, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effort ou un travail à faire sur la valorisation de cette filière-là pour la rendre, entre guillemets, plus sexy ou plus, enfin voilà, qu'elle attire vraiment, quoi. Oui. Est-ce que ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que finalement on parle de formation, mais dans la mesure où il n'y a pas de cursus dédié au rechappage, est-ce qu'on est plus dans vos usines ou dans vos équipes dans une culture de la transmission? C'est ça, c'est celui qui sait qui va aussi contribuer à la connaissance de celui qui arrive. C'est ce qu'on essaie de faire effectivement en prenant des jeunes et en les formant en interne. On a aussi nous créé à Clermont-Ferrand un outil qui s'appelle Hall 32 qui forme au métier de l'industrie, au nouveau métier de l'industrie, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'on avait besoin de nouvelles compétences et que ces nouvelles compétences, elles n'existaient pas forcément. Il n'y avait pas de formation qui existait. Et donc on a créé à Clermont-Ferrand un outil qui s'appelle Hall 32 et qui va former spécifiquement les jeunes au nouveau métier de l'industrie. Et justement, on espère ensuite, avec la fidélisation, une fois que les gens sont rentrés, comprendre que finalement, c'est pas ce qu'ils imaginaient avant, et que finalement, c'est super intéressant. Il y a plein de nouveaux domaines, il y a plein de nouvelles technologies aussi, et que finalement, c'est super intéressant. C'est un métier qui est très noble et qui est très innovant, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. Antoine, un mot sur le Leonardo. Vous l'avez présenté, cette machine, il y a 5 ans, c'est en 2018, je crois. Aujourd'hui, voilà, c'est une machine que vous vendez notamment dans le réseau Bandag. C'est au-delà de la technologie en elle-même, c'est une réponse à la simplification de cette tâche de rechappage, ce travail de rechappage qui est très complexe. Oui, qui est complexe et qui est difficile. Ouais. C'est vraiment une tâche qui est désagréable. Il s'agit d'aller gratter la carcasse, donc ça fait des poussières. Ça nécessite de manipuler aussi des carcasses, on l'évoquait, mais c'est lourd une carcasse, hein, c'est une 50aine de kilos facilement. Donc oui, ce robot aujourd'hui, on le propose notamment aussi à la location pour nos ateliers franchisés. Aujourd'hui, ils en sont quasiment tous équipés. Cyril, c'est une piste de réflexion que de simplifier ce travail. Alors là, il y a une machine, chez vous, c'est plus des robots. Je les ai déjà vus en action. Hein, voilà, les robots, ils prennent un pneu, ils se déplacent et puis ils peuvent le déposer ailleurs. En gros, c'est ça, hein, si je résume. Oui. Mais en tout cas, il y a un vrai travail, une vraie réflexion qui est engagée pour simplifier ce métier-là. Oui, parce qu'on se rend... Enfin, face à la difficulté qu'on a de recruter dans l'industrie, on voit bien que la mutation aussi de certains métiers qui étaient très difficiles parce que c'était des opérations, comme on disait, comme le dit Antoine, c'est des opérations qui n'étaient pas
pas très propre, pas très simple à faire. Et donc tout ce qu'on peut automatiser à l'avenir, justement pour focaliser nos équipes sur des métiers qui sont plus des métiers d'avenir en fait, qui sont le développement d'outils logiciels, comprendre la data, c'est-à-dire tout ce qu'on récupère aussi comme data dans nos usines, comprendre ces data et pour ensuite améliorer notre processus et le rendre plus automatique. Parce que ensuite derrière aussi c'est des coûts bien sûr. Donc dès qu'on aura moins de tâches manuelles, ça permettra de diminuer les coûts aussi pour nos clients. Donc on y travaille forcément. Ok. On parle des personnes qui fabriquent, qui conçoivent. On va parler des personnes qui utilisent maintenant. Déborah, Franck, une question sur la fidélisation, sujet qu'a évoqué Cyril tout à l'heure. Le rechapage, c'est aussi c'est complexe parfois de le promouvoir, mais c'est aussi un vrai levier de fidélisation dans vos réseaux. Je me permets, Franck. Mais je pense qu'on a le même son et la même vision des choses. Donc, effectivement, on va parler de fidélisation parce qu'on parle de coût global. C'est un coût global. Quand on achète un pneumatique premium, on parle de TCO, on parle de PRK, qui sont nos façons de faire des calculs. Et c'est hyper important de le travailler du début jusqu'à la fin pour le client. Parce qu'aujourd'hui, un client qui va acheter un pneumatique premium, c'est de l'investissement. Donc, et une fois que cet investissement il est fait et qu'on le travaille bien, on a optimisé l'achat de son pneumatique. Donc oui, c'est une façon de le fidéliser parce qu'en optimisant, son pneumatique, on va travailler les différents services qui sont autour. Franck, votre avis là-dessus ? Oui, alors évidemment, je suis d'accord. Il y a deux choses. Donc, s'occuper d'un client, notamment en lui apportant une offre de rechapage, je pense que c'est aussi lui prouver qu'on sait prendre en charge 100% du potentiel des pneumatiques qu'il a sur son parc. Évidemment, lui apporter une économie substantielle en fin d'année sur son TCO ou sur son coût global. Après, il faut être capable de le prouver. Donc, il faut aussi avoir les outils, avoir les KPI qui nous permettent de dire au client, voilà, vous nous avez fait confiance, on vous a proposé une stratégie commerciale, une politique de marque, on vous a proposé des marques, un prix de service, parce que clairement, aujourd'hui, les clients, quand on leur donne un tarif de prestation de service, c'est toujours trop cher. Moi, je pense qu'il faut qu'on maintienne nos prix de service. Il faut qu'on prouve que nos techniciens, aujourd'hui, ils ont un vrai savoir-faire. Enfin, vous en parliez sur la partie atelier de rechapage. C'est extrêmement vrai. Mais quand on voit la carence qu'on a et la difficulté qu'on a à recruter les techniciens aujourd'hui, il y a un vrai métier, il y a un savoir-faire qu'il faut qu'on continue à former, à cultiver. Donc, il faut que le client soit capable de payer ça. Et pour qu'il soit capable de payer un service au bon niveau, au juste prix, il faut aussi que l'offre commerciale, l'offre derrière qu'on va proposer, neuf rechapage, soit aussi cohérente. Donc on va fidéliser, mais encore une fois, ça nous oblige aussi à prouver que ce qu'on a dit au client en début d'année, en fin d'année, évidemment, il va nous demander des comptes. Donc il faut qu'on soit capable de lui prouver qu'il a eu raison de nous faire confiance. Voilà. Ce n'est pas un simple acte commercial, c'est un engagement, le rechapage. C'est vraiment un engagement, parce que l'acte commercial, aller voir un client, lui faire une liste de prix, lui donner des remises, ça c'est très facile, n'importe qui peut le faire. Comme disait Antoine, il y aura toujours quelqu'un qui va vendre le pneumatique moins cher que nous. Toujours, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fin d'année, on est responsable aussi de ce qu'on a dit aux clients. Et on est aussi avec des outils, on parlait d'audit C2E. Je pense que la démarche, elle doit aussi être complétée au-delà des KPI financiers par le fait de dire on met en place des audits C2E chez nos clients transporteurs, ce qui leur permet aussi d'aller chercher des aides de l'État, enfin des pollueurs pour faire simple, et sur lequel on va dire non seulement on vous a fait gagner de l'argent en vous vendant du poids lourd neuf, du rechapé et du bon service, mais également vous récupérez de l'argent de la part de l'État, des pollueurs, à hauteur de X centaines ou milliers d'euros, et des fois, très honnêtement, les sommes peuvent être extrêmement intéressantes. Donc c'est aussi un service qu'on met en place. Pour conclure un peu cette table ronde, si on se penche un peu sur l'avenir, Antoine, est-ce qu'il y a des... Alors vous nous disiez en introduction que finalement, au-delà des tendances, des variations, le volume reste conséquent et très honorable. Est-ce que malgré tout, il y a des pistes pour relancer la dynamique de ce marché, d'après vous ? Moi, la piste que je vois la plus claire, c'est l'impact écologique. Aujourd'hui, c'est des discussions qu'on n'avait pas il y a encore 10 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment dans la tête de tout le monde. Et on ne peut pas faire beaucoup plus vertueux que du rechapage, globalement. Donc, pour moi, c'est la piste la plus claire.
Et aujourd'hui, même nos utilisateurs, nos clients transporteurs nous sollicitent. Donc ça prouve bien qu'il y a une prise de conscience. Si derrière, on peut être en plus aidé par un peu de lobbying, on va dire, par l'État, qui pourrait imposer aussi des taux de rechapage. On l'a déjà dans certains appels d'offres. Demain, ça pourrait être encore un peu plus fort. Oui, clairement, ça aiderait énormément le rechapage dans sa globalité. Cyril, il faut quand même le rappeler, hein, le rechapage aujourd'hui est intégré dans les appels d'offres. Il y a un minimum ou un seuil, je ne sais plus précisément, mais en tout cas, la question figure concrètement. Est-ce qu'on, malgré tout, on peut aller encore plus loin dans cette considération collective ? Ça concerne aujourd'hui que l'offre publique, hein, c'est-à-dire en fait, c'est les contrats négociés par le gouvernement. Donc, pour les flottes de gouvernement. Donc en fait, globalement, c'est quand même pas la majorité non plus du marché. Et ce qu'il faut effectivement, c'est peut-être voir comment on pourra étendre cette loi à tous les utilisateurs et pas seulement les offres nationales. Et puis il y a derrière, avec la discussion à avoir, c'est effectivement cette question environnementale qui est clé en fait. C'est que la raréfaction des ressources, c'est pas quelque chose de négligeable. On parlait du jour de la consommation, hein, le jour auquel on a consommé toutes les ressources que la planète est capable d'offrir, qui était en décembre dans les années 70 et qu'aujourd'hui, début juillet, ça c'est une évidence aujourd'hui. Et donc si on ne lutte pas pour réduire la consommation de ressources qu'on fait, avec un transport qui continue de grossir, hein, donc on transporte de plus en plus de choses, tout le monde est content de recevoir son petit paquet à la maison le lendemain où il l'a commandé. Ça vient par camion, hein, donc il faut qu'à un moment donné, si vous l'avez eu, c'est que ça a été transporté. Et donc ça va continuer à augmenter, mais il faut que nous, on aide les consommateurs, les clients, à se rendre compte que tout ça, c'est un impact. Et qu'une des façons de lutter, en particulier sur un aspect qui est la consommation de matière, c'est de réutiliser la carcasse. En plus, elle a été conçue pour ça. Elle a été conçue pour ça, donc utilisez-la de la façon dont elle a été conçue. Voilà. Bien sûr. Déborah, est-ce que vous avez l'impression, le sentiment qu'on parle assez de cette question dans le débat public, dans notre société ? Alors je sais que le pneumatique intéresse pas forcément tout le monde, mais bon, là on parle d'économie, d'écologie, etc. Est-ce qu'on en parle assez de tout ça ? Mais justement, on parle beaucoup d'environnement et c'est très bien parce que c'est ce que disait Cyril. Les matières, c'est de moins en moins. On n'est plus sur de la pérennité. Le pneumatique rechappé, ça fait 60 ans. Donc ça fait déjà ça fait longtemps qu'on le fait au niveau du poids lourd. Il faut être fier de ça. Et finalement, le fait qu'on le fasse, on n'en parle pas. On n'en parle pas et on n'est pas forcément aidé. Donc, je regarde notre président du syndicat du pneu, parce que je vais en parler pas plus tard qu'hier, de dire qu'effectivement, ce serait bien de pouvoir aider ces transporteurs. Pourquoi pas mettre un taux de rechappage, comme c'est fait sur les pouvoirs publics. De mémoire, il est de 40% sur les appels d'offres. Et de le faire pour tout le monde. Ça fait partie des pistes éventuelles. Franck, il y a aussi une source d'inspiration, enfin en tout cas de l'actualité qui nous rappelle que le rechappage finalement est bien présente. Ces dernières semaines, on a vu que Soreval avait été repris par Cartrox, et derrière Cartrox, aujourd'hui, il y a quand même Emile Frey France qui est le premier distributeur de véhicules neufs de l'Hexagone, donc ça donne un peu la mesure, même des grands groupes extérieurs à la prévente s'y intéressent. Et puis, il y a aussi le phénomène un peu Black Star. Alors, on parle de véhicules légers, mais on parle quand même de rechappage. Et puis, ça place un peu la focale sur cette industrie-là. Est-ce que ces deux actualités ne sont pas aussi des signaux positifs pour le rechappage ? Alors, moi, j'y vois forcément un signal positif, hein, que ce soit de la partie Soreval, d'autant plus que aujourd'hui, Cartruck, c'est aussi franchisé Best Drive. Donc, on a aussi une approche de discussion avec eux. Et on voit ça d'un bon oeil, très clairement. La partie rechappage VL, là encore aussi une fois, je pense qu'on veut réussir à exploiter les ressources et en tout cas de proposer, d'avoir en tout cas une offre qui soit compétitive. Je suis un peu plus partagé sur cette partie-là, contrairement au rechappage poids lourd. Il va falloir que le marché sache aussi trouver sa place en termes de pricing. Est-ce qu'aujourd'hui un client consommateur, malgré qu'il se dise écolo, sera capable de payer peut-être 5 ou 10 euros plus cher un pneu reconditionné plutôt qu'un pneu neuf
asiatique ou premier prix. La question peut se poser. Donc le signal est plutôt positif. Je pense qu'il ne faut pas attendre de l'État de légiférer pour qu'on prenne conscience que le rechapage est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les filières, sur les négociants spécialistes, évidemment sur les manufacturiers, pour aussi porter ce discours-là environnemental, économique. L'État a toujours un peu de mal à légiférer et quand il le fait, il a du mal à faire appliquer les lois. On le voit avec la loi montagne. Donc si on attend après eux, je pense que ça sera trop tard. Donc pour moi, évidemment, c'est un signal positif. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience aux clients, utilisateurs, B2B, B2C, que l'avenir passe aussi par le rechapage. Et sur la question de Black Star, juste en 2 mots, tout à l'heure on parlait avec Cyril de valorisation. Au-delà de l'aspect commercial, de la place que prendra ce sujet et cette entreprise dans l'industrie, ça a quand même le mérite de faire parler de rechapage partout. Enfin, même les JT de TF1, de France 2 ont fait des sujets là-dessus. Donc finalement, il y a beaucoup plus de gens qui ont entendu parler de rechapage ces derniers mois. Non, mais clairement, donc pour ça je pense que c'est très positif. Pour le pneu VL, on parle de pneus reconditionnés, donc on a un peu peur que le mot rechapage, ça fait peur, alors que le rechapage, c'est une technologie, et quand c'est bien fait, je veux dire, il n'y a aucune problématique. Quoi qu'il en soit, je pense qu'effectivement, ça remet ça un peu dans l'esprit du consommateur qu'un pneu peut être reconditionné, donc très bien. Est-ce que d'autres manufacturiers, ou en tout cas d'autres intervenants suivront sur le marché? Ça, c'est aussi une question qui reste ouverte. Oui. Voilà, donc nous, on a passé un accord commercial pour distribuer la marque Léonard dans le réseau Eurotire et Best Drive. Évidemment, on a un focus sur les marchés publics, puisque c'est une offre qui est obligatoire, mais c'est aussi peut-être quelque chose qu'on mettra en avant parfois au niveau du client consommateur. Bridgestone a fait de même avec Speedy, d'ailleurs. Vous l'avez annoncé récemment. Je ne sais pas si .s est sur le coup, mais voilà, en tout cas, c'est... On travaille avec nos différents partenaires là-dessus. Très bien. Ça sera le mot de la fin. On s'était prévu de garder 5 minutes pour d'éventuelles, j'ai y arrivé, questions pour la salle. Je ne sais pas, il y a un micro qui est à disposition. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ont des questions. Allez-y, n'hésitez pas surtout. C'est toujours la première qui est la plus dure normalement, mais... Non ? Bon. Voilà, on va s'en tenir à ça. Je voulais du coup vous remercier tous les quatre pour votre présence, pour le temps que vous avez pris à préparer cet événement et à discuter tous ensemble sur scène. C'était un échange très instructif et je vous en remercie. Je voulais aussi remercier le syndicat du pneu et son président Dominique Stenfeld pour la confiance accordée au journal du pneumatique. Et puis je voulais remercier les équipes de la FFC et de Solutrans pour l'orchestration de cette table ronde. Je vous donne rendez-vous dès demain matin, ici même à 9h30, pour une nouvelle conférence sur le thème du concept global pneus et services. D'ici là, bon salon, prenez des forces et à demain. Merci. Merci.